Pour comprendre le mystère de la musique sacrée, nous commençons avec cet extrait de la lettre aux artistes de Saint Jean-Paul II. L'Église a besoin de l'art. Elle doit donc traduire en formules significatives ce qui en soi est ineffable. Or, l'art a une capacité qui lui est tout à fait propre de saisir l'un ou l'autre aspect du message et de le traduire en couleurs, en forme ou en son qui renforce l'intuition de celui qui regarde ou qui écoute. Et cela sans priver le message lui-même de sa valeur transcendantale ni de son auréole de mystère. Mais l'Église a également besoin des musiciens. Combien de compositions sacrées ont été élaborées au cours des siècles par des personnes profondément imprégnées du sens du mystère. L'artiste est toujours à la recherche du sens profond des choses. Son ardent désir est de parvenir à exprimer le monde de l'ineffable. De fait, le religieux est l'un des sujets les plus traités par les artistes de toutes les époques. L'Église a toujours fait appel à leur capacité créatrice. Ce sont ces capacités créatrices que nous allons écouter et regarder depuis la cathédrale de Saint-Malo. Tout d'abord, la création dans la composition et l'interprétation avec le compositeur Philippe Hersin qui a créé un Salve Regina pour la cathédrale de Saint-Malo et redonné ensuite à Notre-Dame de Paris, interprété par Olivier Latry, organiste. Ensuite, la création dans l'improvisation avec Philippe Lefebvre et Olivier Latry, tous les deux organistes à Notre-Dame de Paris. En fait, l'idée au départ revient à Louis Castelin, qui m'a demandé d'écrire une pièce pour orgue en liaison avec Notre-Dame de Paris. Donc c'était l'occasion de retrouver Olivier. Toujours un grand bonheur, parce que la première fois que j'ai écrit pour orgue, c'était Olivier qui était... c'était pour le jubilé de Notre-Dame de Paris en 2013. Olivier m'avait demandé déjà depuis un certain temps d'écrire pour orgue, mais ça me faisait extrêmement peur. Et puis finalement, je m'y suis mis, et dans le grand bain tout de suite avec l'orgue de Notre-Dame. Et donc Louis Castelin m'a parlé de ce projet en liaison avec Notre-Dame et donc de choisir un thème qui soit lié à cela. Et j'ai spontanément pensé au Salve Regina, parce que je trouve que c'est une magnifique antienne, sans doute la plus célèbre, enfin la plus connue de celles qui célèbrent Marie. Et voilà, le choix c'est très vite fait. Je sais que tu as écrit toi aussi. J'ai improvisé. Voilà. Sur le Salve Regina, ce qui me semblait être aussi un lien supplémentaire, important. Je suis pas entièrement l'antienne de Salve Regina, mais quand même d'assez près du début. Elle est assez longue, hein, et le thème principal, l'incipit, revient assez souvent, mais je me suis aussi inspiré de Salve Regina du passé. Il y a notamment, dans un passage assez calme qui revient plusieurs fois, une citation du Salve Regina de Jacob Brecht. Il y a le tout début s'inspire un peu du Salve Regina de Josquin des Prés. Donc voilà, il y a des réminiscences de Salve Regina du passé. Et en fait, c'est une pièce qui est écrite sur l'alternance de trois climats, trois séquences assez distinctes qui alternent et qui se développent chacune individuellement. L'une est très dramatique et se termine même avec des accords assez dissonants et le point culminant de l'œuvre. Et en contrepartie, en contraste, le passage très calme qui s'inspire de Brecht a une couleur beaucoup plus calme, lumineuse, lointaine. Ça joue un peu sur les contrastes aussi, enfin beaucoup même sur les contrastes. J'attendais avec hâte
comme j'ai pas pu travailler avec un orgue, j'attendais avec hâte de retrouver Olivier à l'orgue de Notre-Dame. Et donc on a passé une petite séance rapide mais intense sur les registrations. Moi-même, j'ai donné très très peu d'indications parce que je vous dis, j'ai pas autant pour d'autres pièces pour orgue, j'ai pu avoir accès à un orgue, là pas du tout, donc mes connaissances sont insuffisantes. J'avais besoin du spécialiste. Et ceci dit, ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on change d'orgue, il faut reconsidérer complètement la couleur. Et je veux dire que quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais ça ne fonctionne pas tout ce qu'on a trouvé à Notre-Dame. Alors j'avais son aval pour Notre-Dame, je dis, il faut que je retrouve son aval maintenant pour l'orgue de Saint-Malo. Et ce serait la même chose si la pièce était jouée ailleurs. Mais vraiment, des registrations tout à fait aux antipodes à certains passages. Enfin, c'est étonnant de ce point de vue-là. Ah oui, c'est ça qui, je pense, fait peur à tout compositeur qui aborde l'orgue et qui n'est pas lui-même organiste. C'est qu'en fait, on ne sait jamais comment ça va sonner, quoi. On a toujours besoin d'un interprète, mais alors dans le cas de l'orgue, c'est plus que primordial. Je veux dire, c'est un travail en commun qui est absolument indispensable. Mais ce que tu disais, c'est vrai aussi pour l'organiste, parce qu'un organiste qui connaît son répertoire et qui arrive sur un nouvel orgue ne sait pas comment les pièces vont sonner sur cet orgue-là, en fait. Et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Ce qui doit être passionnant, d'ailleurs. C'est absolument passionnant. Un peu déstabilisant par moments, non ? Aussi. L'harmonie, il n'y a pas eu de problème, effectivement. Oui. On avait déjà travaillé ensemble et tout. Et puis, c'est un langage qui me parle, donc ça aide, évidemment. Et puis, je veux dire que, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup travailler avec des compositeurs parce que je me replace toujours dans l'idée de la musique ancienne. On se dit, on aurait aimé un jour rencontrer Bach, rencontrer Couperin, Grigny, etc., leur demander, mais qu'est-ce que vous avez voulu ? Franck, je ne sais pas, Liszt, enfin. Et en fait, on se rend compte quand on parle à un compositeur que nos préoccupations ne sont pas les mêmes que les siennes. Et donc, ça relativise aussi par rapport à ce que serait le dialogue avec Bach ou avec Couperin. Donc de ce point de vue-là, c'est très bien. Et la deuxième chose aussi que j'aime bien dans le fait de créer comme ça, c'est que j'ai pas le talent de compositeur. Donc en fait, le fait de participer à une création comme ça, quelque part, j'ai l'impression de composer un peu par procuration. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais ça fait indéniablement partie du travail de composition, parce que j'ai changé des choses, évidemment, après ma visite à Notre-Dame. Et j'en changerai peut-être encore, on verra ça tous les deux. Mais non, il y a une réelle collaboration, plus, je pense, qu'avec n'importe quel autre instrument. La séance que j'ai eu avec Olivier à Notre-Dame, ça m'a donné des idées. Il y a des choses, il a apporté des choses auxquelles j'avais pas pensé, tout simplement. Des possibilités, ou confusément. Mais le problème aussi, quand on connaît pas bien un instrument, qu'on sait pas en jouer, c'est qu'il y a deux dangers, où on écrit des choses injouables, ou alors on se restreint parce qu'on connaît pas toutes les possibilités. Donc on se restreint, il y a des idées qui ne nous viennent pas parce qu'on ne connaît pas assez l'instrument. Donc c'est là où l'interprète est très important parce qu'il nous dit, mais si, ça on peut le faire. Le problème de la création, c'est qu'en fait, on n'a pas de support auditif. Tout ce qu'on joue dans le répertoire actuellement, ce sont des œuvres du passé, pour la plupart. Depuis 500 ans, on a quand même du choix. Et donc c'est des choses qu'on a forcément entendues. Tandis que là, on ne l'a pas entendu. Donc en fait, on n'a pas non plus de référence esthétique. C'est-à-dire que quand on entend une pièce, fatalement, inconsciemment, on va se référer à cette première approche qu'on a eue. On parlait tout à l'heure de nos premiers disques. Voilà, mais les premières choses qu'on a entendues musicalement. Mais c'est vrai que ça, c'est la même chose. Je veux dire, quand on entend une pièce, quelle que soit la pièce, dans l'inconscient, dans la mémoire, on va se souvenir de ce que l'interprète a fait et on aura donc déjà, on sera orienté sur le plan de l'interprétation. Dans le cas d'une création, on ne l'est pas du tout, puisqu'en fait, il faut prendre le travail depuis le départ. Donc il faut essayer, et heureusement le compositeur est là, essayer de comprendre ce qu'il a voulu, et puis justement peut-être aller plus loin que sa démarche justement d'interprétation, puisqu'il a une démarche de composition. Et donc on essaie de
rendre ça complémentaire. On a une carte blanche jusqu'à un certain point, parce que justement, on a ce travail en commun, heureusement. Ça nous permet justement de voir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire ou ce qui ne l'est pas. Et voilà, c'est ça qui est passionnant en fait. Oui, là il manque une note aussi, parce qu'en fait, il y a un ré dièse. Mais je te redirai tout ça. Ouais. Oui, il faut que ce soit le même tempo que le début, évidemment. Et puis effectivement, un ralenti. Ouais. Ça allait là? Oui, oui, bah, il peut peut-être même l'être un peu plus. D'accord. Et commencer peut-être un peu avant. Hum. Peut-être déjà sur la moitié de la mesure d'avant. Ok. Ah oui, moi aussi, j'ai bien. Avec un coup de trac là-dessus. Là. Je crois que je vais trop vite. Faut pas que je me suis vite en fait. Oula, De toute façon, il est méchant. Les temps commencent à être un petit peu difficiles pour des raisons économiques, pour des raisons... Mais bon, il y a beaucoup de festivals, dont celui de Saint-Malo, qui se préoccupe vraiment de création. Moi, c'était ce qui m'a beaucoup plu dans le projet, dans ce que m'a proposé Louis Castelin, c'est qu'il m'a dit, c'est pas une résidence où on va jouer les œuvres que tu as déjà écrites, etc. C'est vraiment une résidence de création. Ça, c'est finalement assez rare, parce qu'il y a quelquefois, j'ai été invité plusieurs fois dans des festivals qui en fait rejouaient des pièces. Bon, c'est très bien hein, aussi. Mais je trouvais bien l'idée qu'ils me demandent d'écrire tous les ans, pendant 3 ans, une œuvre nouvelle. Et voilà, on peut vraiment rendre grâce au festival, notamment celui de Saint-Malo, qui ont cette démarche, qui est quelquefois difficile parce que ça coûte plus cher, le public n'est pas forcément emballé a priori. Et voilà, mais en même temps, c'est une démarche absolument indispensable. Si la création s'arrête, la musique devient muséale, ça n'a plus de sens. fermé avec le positif de l'eau qui est derrière. Donc je compte à peu près. Non, j'entends plus. Bon, alors. Non, autrement ça va. Hein. Oui, je crois. Hein. Juste ici. C'est mis sol, fa sol. Je vais peut-être ralentir un tout petit peu ici, oui. Légèrement. Bon, voilà. Alors, comment on fait pour l'improvisation? Alors, il vaudrait mieux que je commence en bas parce que tu aurais été en bas, toi. Où est-ce qu'il est ce bazar? Ah, c'est oui, ça. c'est loin. Hein. Fais attention parce que pour enregistrer les combinaisons, en fait, il est aussi très très loin et plusieurs fois j'ai appuyé sur les centaines à la place de... Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais attends, d'abord, il ne faut pas écouter ce qu'on raconte. Il faut d'abord décider sur quoi on improvise. Quand même. Oui, c'est vrai. Hein, donc, quand les orgues arrivent dans nos cathédrales,
au XIIe siècle, la musique est à peine monodique, c'est-à-dire que le chant grégorien est à une voix. On n'a pas encore atteint la musique dite polyphonique à plusieurs voix. Alors on se pose la question, qu'est-ce que font les orgues? Puisqu'on parlait d'alternance, ils répondent au chœur. Mais le chœur chante par exemple à l'unisson. Donc l'orgue, avec ses registres, qu'est-ce qu'il apporte? Et à cette époque-là, il n'y a pas de compositeur. Il n'y a pas d'œuvre écrite pour l'instrument. Les organismes improvisent. Il n'existe pas autre chose que l'improvisation qui répond au chant. Donc c'est le chant qui donne, j'allais dire, le signal et qui donne aussi l'inspiration. L'orgue ne fait qu'y contribuer et qu'y répondre. Ça va être très simple. Et bien souvent, ça va se limiter à quelques accords à 2 ou 3 voix. Tout bêtement. C'est comme ça que commence l'improvisation. Les œuvres écrites des compositeurs n'arrivent que bien après, j'allais dire au XVe, au XVIe siècle, et plutôt vers le XVIe siècle et le XVIIe. C'est comme ça que ça commence. C'est donc le moment de la liturgie, le chant qui a précédé ou qui va suivre, qui est le moteur de l'improvisation. Raison pour laquelle, effectivement, on en revient aux compositeurs français notamment, où l'essentiel des œuvres composées, pour la plupart, ont été improvisées. Et quelque part, après, le talent du compositeur fait qu'il a aussi une mémoire de l'improvisation qu'il a faite le dimanche précédent. Et qui va donc améliorer, transformer, porter, j'allais dire presque à l'apogée de la composition. Cette tradition-là va se poursuivre, elle existe toujours aujourd'hui. C'est-à-dire c'est finalement le chant qui est souvent une mélodie qui va être la source d'inspiration, qu'il s'agisse du chant grégorien ou d'un chant d'aujourd'hui. On va prendre un exemple, on va prendre 2 exemples. Un exemple ancien sur, par exemple, l'Ave Maris Stella, qu'on chante au 15 août, et dont le thème est le suivant. Voilà la première phrase. Qu'est-ce que peut faire l'organiste aujourd'hui, sans faire le pastiche du XVIIIe siècle, sur une mélodie de ce genre, en l'utilisant d'une manière, j'allais dire, un petit peu plus contemporaine, si on peut dire ça, comme ça, et avec peu de moyens. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle peu de moyens? C'est 2-3 notes. Pratiquement, les notes que j'ai utilisées ne sont que des notes du mode, sans qu'il y ait d'accords, on va dire, modernes, compliqués. Ce qui fait, c'est que ces notes ont été superposées, mises ensemble, on en tient une, on lâche l'autre, etc. Mais ça reste, finalement, dans cette espèce d'atmosphère un peu tonale, modale. En revanche, ce qui change, finalement, c'est la couleur. Et la couleur évoque, pour certains, un sentiment. C'est plus ou moins grave, c'est plus ou moins aigu. Et c'est l'avantage de l'orgue que l'on utilise là un peu comme un orchestre. Je vais faire jouer la flûte, je vais faire vibrer la clarinette, j'utilise la contrebasse et je fais quelque part un mix de tout ça. Mais le matériau qu'on dit en composition, le matériau, c'est-à-dire la base même, est presque identique à celle du Moyen-Âge. Si on prend un autre exemple d'un chant bien connu aujourd'hui,
ça, on peut l'utiliser aussi de différentes manières, avec, on va dire, un petit peu plus, quelque part, d'amplitude. En fait, dans cette improvisation, il y avait peu d'accords différents. Mais c'est aussi la caractéristique un peu de l'orgue français, c'était le sens de votre question, c'est la manière dont on les enchaîne. Je vais vous donner un exemple simple que tout le monde va pouvoir mémoriser. Voilà un accord simple. Parfait majeur. Si on reste dans la musique tonale va faire ça. Tous ces enchaînements sont traditionnels de la musique tonale, avec ce qu'on appelle les degrés principaux. Le premier, le quatrième, le cinquième qui domine. Voilà. Mais vous pouvez garder les mêmes harmonies, qui sont des accords parfaits. Rien n'est plus simple. Les enchaîner différemment, c'est-à-dire que ce qui va suivre ne va pas être traditionnel classique. Le même accord, celui-ci. C'était à chaque fois des accords parfaits, mais ils ne se sont pas enchaînés de la manière classique tonale. Je refais. Et pourtant, à chaque fois, c'est un accord simple, parfait, majeur ou mineur. C'est ça aussi qui fait la caractéristique d'un musicien, la manière dont il enchaîne ses harmonies. Et donc, quelle que soit la simplicité ou la complexité de ce qu'on va appeler le matériau, la base, on appellerait ça la grammaire. On change l'orthographe, on n'a pas la même ponctuation. Et donc, les mots qui se suivent ne se suivent pas verbe complément. Sujet, verbe, complément. Eh bien non, on va modifier ça pour arriver à des enchaînements inattendus. Et lorsque vous mettez ça, effectivement, avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, qui s'appelait, dans la musique classique française, le grand jeu, vous avez le grand jeu classique. Voilà, classique. Et maintenant, les mêmes, mais enchaînés avec d'autres types d'enchaînements. L'accord en lui-même n'est pas différent, c'est l'enchaînement. Et si on en revient aux compositeurs qui ont fait la particularité de l'école française et qui remonte maintenant, on va dire, presque au XIXe siècle, c'est ça qui est particulier sur le son français, c'est dans la couleur de l'harmonie qu'on a également dans les choses les plus douces,
qu'on peut avoir avec des deux notes, 3. Chaque accord lui-même est simple, c'est la manière dont on les enchaîne, on les enfile, qui donne ce langage particulier. Et ça, c'est une subtilité que l'on trouve à partir notamment du 19e siècle chez un compositeur comme César Franck et tous ses successeurs, Gabriel Fauré, et puis après toute l'école française, avec Maurice Duruflé chez les organistes, et puis Maurice Ravel, Claude Debussy. Voilà. Et ça, c'est, à mon sens, ce qui fait le charme de la musique française, comme on peut le retrouver, par exemple, ne serait-ce que dans le début d'une pièce célèbre de Claude Debussy que tout le monde entend presque journellement dans des spots télévisés où on fait des publicités. Tous ces glissements de quelques notes aboutissent à cette couleur sonore, harmonique.